Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour notre table ronde d'aujourd'hui qui porte sur la thématique des RegTech. Quelques mots d'introduction d'abord avant de laisser la parole à nos intervenants. Donc je me présente, Guillaume Massoud, je suis consultant réglementaire chez RegSharp. RegSharp, c'est un cabinet de conseil français qui est spécialisé dans la conformité des fintech, puisque nous travaillons avec beaucoup d'acteurs de la place, que ce soit des acteurs crypto du type SAN, des acteurs du Web3, des acteurs du paiement ou encore des acteurs du BNPL notamment. Et nous les accompagnons notamment dans tout ce qui va être démarche d'obtention d'agréments, AMF, ACPR. Nous effectuons également des audits, puisque nous agissons en tant que contrôleurs périodiques, aussi appelé contrôle de troisième niveau pour ceux qui connaissent un peu le jargon technique du contrôle interne. Et nous effectuons également, nous sommes mandatés pour effectuer des formations à nos clients, des formations réglementaires, parmi tant d'autres missions, bien d'autres missions évidemment. Et à ce titre, nous sommes amenés à collaborer de près ou de loin avec certains acteurs de la RegTech. Les RegTech, justement, donc, si on devait définir ce que sont les RegTech, c'est la contraction de Reg pour Regulatory et Tech pour technologie, évidemment. Donc concrètement, ce sont des sociétés qui vont développer un outil, un logiciel ou une solution qui va permettre à leur clientèle, donc des sociétés réglementées, des organismes financiers, pour se conformer à la réglementation. Et donc, c'est un sujet qui devrait intéresser tout le secteur financier, puisque qui dit secteur financier dit évidemment réglementation, heureusement ou malheureusement selon le point de vue que l'on a choisi d'adopter. En France, comme on le sait, la réglementation, elle tire essentiellement son origine de sources européennes. Et elle a notamment un double objectif qui est celui de protéger le consommateur, mais aussi de protéger le marché, puisque l'objectif, c'est vraiment d'avoir des règles équitables pour tous les acteurs sur un marché considéré. Ceci étant dit, on peut quand même observer ces derniers mois et même ces dernières années, je dirais une tendance à la complexification de la réglementation. Puisque, comme vous êtes probablement au courant, on a beaucoup de textes au niveau européen qui sont en cours de discussion, tandis que d'autres ont déjà été adoptés et d'autres vont arriver très prochainement, donc à très court terme. Et je pense que, alors pour donner quelques exemples concrets, sans trop aller dans le détail, on a la DSP3 par exemple dans le monde du paiement, ainsi que le règlement service de paiement qui vont fusionner un peu les régimes existants. En matière de lutte anti-blanchiment, on a le package AML, dont on va peut-être discuter aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens du monde de la crypto, mais évidemment, on parle beaucoup de MiCA ces derniers temps et du TFR qui vont arriver en 2024. Je pourrais également citer la cybersécurité avec DORA, le monde de la data avec le RGPD, ou encore l'intelligence artificielle, puisque certains textes, ou un texte en particulier, est en cours de réflexion. Donc tout ça pour dire finalement que cette tendance à la complexification, finalement, elle n'est pas étrangère à l'apparition de cette nouvelle catégorie d'acteurs que sont les RegTech. Donc justement, on aura l'occasion aujourd'hui de discuter des dernières tendances dans le monde des RegTech. Et donc pour ça, je vais laisser la parole à nos intervenants. Donc je vous propose une petite table ronde de présentation. Je ne sais pas qui veut commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice d'AML Factory. On est une solution en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On permet à nos clients de gérer, déployer et piloter toutes les obligations en la matière et d'automatiser la chaîne opérationnelle avec un contrôle en temps réel de la conformité du dispositif. Bonjour à tous, Tristan Latrace. Donc moi je suis directeur produit chez QuickSign. QuickSign, c'est le leader européen de l'onboarding digital. L'onboarding digital, pour le faire rapidement, c'est si vous avez déjà ouvert un compte Boursorama en ligne ou si vous avez déjà souscrit à un crédit à la consommation, par exemple avec CTLM, en fait vous êtes passé par QuickSign. Et l'onboarding digital, c'est 3 étapes. C'est du KYC, Know Your Customer, qui est la vérification d'identité à distance. C'est ce qu'on appelle chez nous Smart Data, c'est de l'authentification et de l'analyse de documents automatiques à des fins d'octroi, donc des justificatifs de revenus, de domicile. Et c'est enfin la signature électronique. La signature électronique qu'on va utiliser pour signer des conventions bancaires, par exemple. Donc nous, en fait, on est sur ces 3 étapes. Et dans un sens, on est une fintech, parce qu'en fait, on propose ces différentes briques technologiques pour faire de l'onboarding digital. Par contre, on est aussi une RegTech, parce que ces 3 étapes, en fait, le but des établissements financiers, c'est de les respecter pour justement être en conformité avec les textes. Certains ont été cités, notamment par exemple la directive de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et c'est en ça qu'on est aussi une RegTech et qu'on participe à cette table ronde. Bonjour à tous.
Bonjour Guillaume, donc, je suis enchantée d'être là. Cécile, de Innovatic. L'activité d'Innovatic, c'est l'extraction intelligente de données dans les états financiers. Donc une partie de ce que fait peut-être QuickSign. On le fait avec un très gros focus. En fait, nous facilitons et nous sécurisons l'accès au crédit. Donc nos clients, c'est un environnement régalien, sont les banques et assurances de la place. On a un SaaS qu'on leur met à disposition, souvent en SSO, qui extrait et analyse en temps réel les données clés. Et donc, pourquoi RegTech? Parce que nos clients nous intègrent nos solutions pour le parcours d'octroi de crédit, comme tu le mentionnais, et aussi pour leurs besoins de conformité de documents clients et de mieux suivre en fait, le risque opérationnel. Merci. Bonjour à tous, Rémi Bellavoine, je suis le CEO de Pocket Result. Pocket Result, donc créé en 2013, s'attaque à la compartimentalisation de la gestion des risques en entreprise. Donc on a une solution SaaS qui permet de piloter et d'optimiser la couverture des réglementations et des risques, qui permet de gérer et de piloter tous les dispositifs de maîtrise des risques, le contrôle interne, premier, deuxième et troisième niveau, pour te renvoyer la balle, Guillaume. Voilà, on compte une centaine de clients plutôt en Europe, beaucoup des entreprises financières, et ça va du très grand groupe financier jusqu'aux gérants de fonds, et en passant évidemment par des brillantes fintech, dont certaines sont membres de France Fintech. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, comme on peut le voir, on a quand même des profils très variés aujourd'hui autour de notre table ronde, puisque vos expertises couvrent finalement un vaste éventail de domaines qui ne se limite pas justement simplement à la conformité. Donc j'espère qu'on aura l'occasion ce qui va permettre d'enrichir notre discussion aujourd'hui. Et justement, pour commencer, j'ai une première question à vous poser, une question plutôt assez générale. Concrètement, comment est-ce que vos solutions RegTech peuvent-elles aider vos clients et comment est-ce qu'elles répondent aux besoins de vos clients? Charlotte, tu veux... Chez nos clients, en fait, leurs enjeux sont triples. D'abord, ils font face à une réglementation lutte anti-blanchiment qui est hyper complexe, qui a des impacts opérationnels très forts dans le day-to-day, au jour le jour, avec un énorme risque de sanctions. Et souvent, en fait, ces trois facteurs associés font que ça freine le développement commercial. Et donc, nous, notre mission, c'est de protéger leur intégrité et leur réputation et faire en sorte d'absorber toute la charge réglementaire pour qu'ils se développent et qu'ils croissent le plus sereinement possible. Voilà pourquoi ils peuvent faire appel à nos services. Oui, moi, il y a déjà, ça a été évoqué plusieurs fois, et en effet, je pense qu'il y a une vraie notion de complexité, en fait. Et pour moi, en fait, au-delà des solutions qu'on va proposer, il y a aussi tout un accompagnement, en fait, de naviguer dans cet environnement réglementaire qui est complexe. Pour moi, il y a une complexité qui, en plus de ça, à deux niveaux. En fait, le but, c'est d'aider nos clients à faire des choix entre les différentes réglementations et entre les différentes options, en fait, qu'elles vont apporter. Et comme je le dis, c'est à deux niveaux. Donc, il y a un niveau, pour moi, qui est, pour commencer, niveau européen. En fait, l'Europe va, avec des réglementations, proposer des options. Typiquement, si je prends la réglementation eIDAS, on va avoir différents niveaux de signatures qui sont définis, signatures simples, avancées, qualifiées, différents niveaux d'identité aussi qui sont définis, faibles, substantiels, élevés. Et en fait, ces différents niveaux, à chaque fois, vont pouvoir répondre à différents cas d'usage pour nos clients parce qu'ils vont avoir en fait différentes valeurs juridiques en fait, portées par ces différents niveaux. Donc en fait, nous, l'idée, c'est en fonction du cas d'usage de nos clients, de pouvoir leur dire c'est ce niveau qu'il vous faut. Ça, c'est la première partie de complexité. Et il y a un deuxième niveau de complexité que je trouve intéressant aussi à aborder, c'est qu'en fait, on parle de réglementation souvent. Il y a deux types de textes en Europe. Il y a la réglementation, qui est un texte, c'est l'Europe dit que et les pays font. Et il y a aussi des directives, donc c'est l'Europe qui dit à peu près que, et chaque pays qui va l'adapter. Typiquement, si je prends la 5e directive LCBFT, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en fait, c'est retranscrit dans chaque texte nationaux, par exemple le Code monétaire et financier en France. Et en fait, là, il y a un enjeu aussi de faire des choix entre des choses qui vont être conformes au niveau européen et des choses, par contre, qui vont être aussi conformes, mais au niveau local. Un exemple sur la vérification d'identité. On a une solution, nous, QuickSign, qu'on propose, par exemple, qui est by design conforme partout en Europe, qui est la signature qualifiée comme preuve d'identité. Par contre, à côté de ça, on sait, et là, on rentre presque sur un volet de performance, on sait qu'on peut proposer à d'autres utilisateurs des identités numériques, et ces identités numériques, en fait, elles sont définies au niveau national, où il y a aussi le PVID en France, et ça, on pourra en reparler. C'est des solutions nationales, plus éventuellement des solutions européennes, et voir comment est-ce qu'on peut faire le tri entre les uns et les autres en fonction de l'empreinte géographique
du client finalement. Peut-être un pas de côté avec Innovatic. La conformité, je crois que j'ai lu quelque part LexisNexis ou une autre étude que ça coûtait 30 milliards d'euros aux institutions financières, donc c'est pas une paille. Donc le rôle des RegTech, tel que nous, c'est d'arriver à les faire passer d'une logique de centre de coût à centre de profit. Alors une fois qu'on a dit ça, mais c'est aussi parce qu'on peut profiter de la réglementation, des contraintes de la réglementation pour toujours essayer d'améliorer en fait l'expérience du client final, quoi, et au final de faire un peu plus de business tous ensemble. Ce qui est intéressant chez Innovatic, c'est qu'on a des nouveaux interlocuteurs dans les banques et assurances qui sont le contrôle permanent, interne, audit interne. Jusqu'à présent, en fait, on les avait en tant qu'organe de surveillance parce qu'on est souvent activité sensible externalisée et souvent PS2E d'ailleurs, donc ça c'est l'EBA 2019. Mais maintenant, ces mêmes fonctions nous utilisent pour leurs propres besoins, d'évaluation des tiers, de détection de la fraude, de gestion évidemment automatisée des documents. Et donc, ils profitent aussi des 3 bénéfices qu'on, j'imagine, on offre à peu près tous, mais qui étaient plus pour l'octroi jusqu'à présent, qui est vitesse accélération du temps de traitement, de réduction de la complexité, et puis toujours la sécurité et la confidentialité des datas, parce que c'est un peu, on est quand même organisé, on est par défaut en fait compliant et secure, quoi. Merci. Il y a pas mal de points communs en fait avec ce qui vient d'être dit et les bénéfices en fait que nos clients retirent de la solution de Pocket Result. En gros, moi j'identifie 2 familles clés. La première, c'est comment faire pour améliorer la relation entre les entreprises financières et les superviseurs. Comment simplifier la vie, donc comment les aider, les guider pour qu'il y ait une couverture complète des réglementations. Et on a parlé pas mal des réglementations. Comment on fait pour avoir une vision d'ensemble, prioriser, bien identifier les risques clés pour qu'ils soient couverts de la manière la plus optimale. Donc voilà, notre application, elle aide à ça. Donc ça, c'est la première famille de bénéfices. En général, c'est sympa d'avoir une bonne relation avec la CPR, l'AMF ou d'autres régulateurs. Et la deuxième, ça rejoint ce que disait Céline. Comment faire pour faire gagner du temps aux équipes? Et sachant que les équipes qui sont impliquées dans les processus de contrôle interne, il y a des gens qui, comme nous, sont passionnés par les réglementations et par la gestion des risques. Il y en a beaucoup moins. Et évidemment, le contrôle de premier niveau, pour ceux qui connaissent, c'est géré par les métiers, hyper souvent, qui détestent ça. Et je ne parle pas de faire du KYC, mais ça, vous en parlerez mieux que moi. Et donc, comment on fait pour minimiser l'impact sur leur vie, pour identifier en fait les tâches qui leur prennent du temps, ces espèces de poches de travail administratif qu'ils détestent, parce que leur métier, c'est plutôt de vendre des produits financiers, d'aller démarcher des clients, etc. Et donc voilà, c'est vraiment très concrètement les 2 bénéfices qu'on aide nos clients à obtenir. D'accord. Donc je vois finalement que, si on devait faire ressortir le point saillant de ce premier tour de table, c'est que finalement le recours à des solutions RegTech finalement constitue un levier stratégique majeur pour les établissements régulés, que sont vos clients. En tout cas sur le volet stratégie réglementaire, si je puis dire. Du coup, j'ai une deuxième question qui fait un peu le lien avec la précédente. Pourquoi, selon vous, les établissements régulés, donc organismes financiers, vont choisir de recourir à une solution RegTech, donc par définition une société tierce, externe, on parle même d'externalisation, plutôt que d'internaliser justement les développements à ce sujet. Et je pose la question parce que, a priori, en tant que société régulée, ces établissements ont normalement une ou plusieurs équipes conformité pour gérer ces sujets-là. Moi, je trouve que ça va dans le sens de ce que tu as évoqué. En fait, il y a déjà des éléments de réponse pour moi sur la notion d'intérêt, dans un sens. Il y a une notion aussi de coût, en fait, qui vient là-dedans. C'est sûr qu'en fait, aller potentiellement déléguer ça à d'autres entreprises comme nous, comme des partenaires que l'on peut avoir. En fait, il y a une notion de nous, en fait, on s'en occupe, et évidemment, on s'en occupe pour plusieurs établissements. Et quand je dis on s'en occupe, tout ça, en fait, finalement, c'est des audits,
des renouvellements d'audit, des certifications, des renouvellements de certifications. Et évidemment, nous, en fait, on va pouvoir mutualiser ces coûts-là sur d'autres clients. Ce qui rejoint ce que disait Marc aussi, c'est qu'en général, en interne, on internalise un premier niveau, mais en fait, quand on rentre dans des niveaux plus complexes, niveau 2, niveau 3, c'est là que justement, il y a toute une mutualisation qui est d'autant plus forte des coûts, qui est que nous, en fait, on est spécialiste de ça. Et la raison pour laquelle on est spécialiste de ça aussi, je pense que c'est important de le souligner, c'est grâce justement, c'est favorisé par les textes qui vont appointer à chaque fois des acteurs spécialisés pour la conformité. Typiquement, sur la régulation eIDAS, on a des autorités de certification ou des autorités d'enregistrement qui sont, en respectant des normes comme la ETSI 319-411, qui sont les acteurs qui peuvent aller émettre des signatures qualifiées. On a la même chose sur la vérification d'identité, sur la notion de PVID, qui est prestataire de vérification d'identité à distance, qui est une norme française qui a été écrite par l'ANSSI et qu'on est en train de passer chez QuickSign. En fait, c'est beaucoup d'audits à aller passer. Et en fait, quel est l'intérêt finalement d'une entreprise financière d'aller faire ça, ce qui n'est pas son cœur de métier, comme c'était mentionné, alors que des spécialistes vont pouvoir s'en charger et apporter ces solutions-là à plusieurs acteurs en même temps. Moi, j'ai vécu chez Innovatic, on a vécu les deux, trois situations quasiment en même temps. Pas avec le même client évidemment, mais soit le corporate a choisi l'internalisation, soit une solution mixte, mais qui demande pour la RegTech ou la FinTech de manière générale autant d'efforts d'adaptation au legacy qu'une internalisation, et puis l'externalisation pure. Et puis heureusement pour nous, l'internalisation a ensuite conduit à réexternaliser, parce que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait en interne. J'ai pu observer toujours les mêmes. En fait, ils se posent les mêmes questions. C'est hyper général, mais ça s'applique aussi au RegTech. C'est pourquoi je l'externaliserai. Est-ce que la réglementation, elle me contraint à avoir la propriété, enfin la détention de la responsabilité, de la compétence IT métier. Et puis surtout aussi la vitesse, à quel point en fait le marché attend en fait, quelle est la vitesse du time to market, quoi. S'il y a une vraie demande du consommateur final, est-ce que ça vaut pas mieux que je passe par une RegTech, puisque on voit, dans nos cas, ça prend 3 fois moins de temps, quoi. Le déploiement, le coût de développement et de déploiement, c'est 5 mois en moyenne à peu près. Certains moins, et puis surtout ça coûte moins cher parce que de par nos business models en fait qui sont hyper agiles, consommation, paiement à l'usage, etc. Donc après, ce qui est pas négligé quand même, c'est que nous-mêmes en tant que RegTech, on est soumis du coup à toutes les règles de suivi, de ce transfert de la responsabilité de la data et de la compétence dans la RegTech. On doit avoir aussi à gérer des audits de plus en plus réguliers. Moi, j'en ai jamais eu autant que ces derniers mois en fait. Ça s'accélère. Je sais pas, c'est à la fin de l'année et puis voilà, des questionnaires IT, etc. Et ça, c'est hyper chronophage, quoi. Ça me prend, moi perso, un tiers de mon temps, quoi. Donc c'est quand même pas négligé. Et je pense qu'il y a aussi un autre point qui est assez intéressant à soulever, c'est que l'air de rien, je ne sais pas qui est dans la salle, mais souvent la conformité, c'est clairement le parent pauvre de la roadmap technologique. Personne n'en a rien à faire. Le but du jeu, c'est de développer le business. Et ça, on le comprend, parce qu'une entreprise doit gagner de l'argent. Mais quand elle décide d'internaliser, souvent, donc c'est un peu quand les techs ont le temps de développer, souvent, ce n'est pas les outils qui sont le plus complets et les plus exhaustifs en termes de fonctionnalité, qui sont très, très difficiles à maintenir et surtout à faire évoluer. Et moi, j'ai même un de mes clients qui me disait... mais moi, à chaque fois que je veux faire changer un paramétrage d'algorithme, il faut que je fasse un cahier des charges, une expression de besoin. Ça prend 3, 4, 5 mois pour être développé au niveau des techs, juste pour changer un paramétrage. Et donc, j'ai un bridge de conformité pendant 5 mois. Alors que chez nous, en fait, il a la plateforme, il change son paramétrage et les algos sont redimensionnés. Donc, il y a une vraie agilité à passer par une RegTech et qui, effectivement, souvent on se dit non, ça coûte trop cher. Et puis, en fait, quand on calcule tout ce qu'on dépense en interne et que ça ne marche pas, effectivement, on décide d'externaliser. Ouais, à nouveau, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis c'est la bonne question, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on parle à un corporate, notre concurrent principal, en général, c'est la DSI en interne, quoi. Et donc moi, je travaille dans une banque avant de rejoindre le monde merveilleux de l'innovation.
Et j'avais une anecdote que j'adorais dans cette société, c'est qu'il y avait plus de développeurs donc dans ce grand groupe bancaire anglais que chez Microsoft. Et ça donne une idée pourquoi ça coûte cher, pourquoi c'est lent. Et c'est vrai qu'à l'époque, je gérais des programmes et je décrochais, quand on avait identifié un besoin, je décrochais mon téléphone, j'appelais la DSI. Et au bout de 10 minutes de discussion, j'avais déjà une ligne budgétaire de 100 000 euros et simplement pour rédiger un début de cahier des charges, quoi. Et c'était un petit peu ça. Donc, comme le disait Charlotte, oui, dire qu'une start-up est agile, c'est un peu un pléonasme, quoi, une lapalissade. Mais en fait, c'est vrai. Et nous, on a eu un petit exemple. On avait une banque française bien connue de France FinTech qui a fait une expression de besoin. Elle voulait améliorer la qualité des données sur ses reportings réglementaires. Donc, c'est un de nos modules. Ils ont fait leur expression de besoin en juillet. On a livré pour septembre. Donc, ils pouvaient lancer la première campagne en septembre. Et en fait, ils n'arrivaient pas à le croire. Ils disaient, ouais, ils ont mis tous les efforts de la Terre pour nous satisfaire parce qu'ils ont envie d'entrer en relation avec nous. Et non, c'est juste le fonctionnement classique d'une fintech, comme mes petits camarades, quoi. Donc c'était assez marrant. Et en plus, avec ce côté très sur mesure, hyper paramétrable et adaptable à des clients qui sont très différents, quoi. Merci pour cette belle anecdote, Rémi. Pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que vous pourriez aussi nous partager des exemples concrets où justement le recours à une solution RegTech a permis d'apporter des améliorations significatives, tant du point de vue de la réduction de coûts que dans l'efficience opérationnelle? Moi, j'enchaîne du coup. Je peux donner 2 exemples hyper concrets. Alors, à nouveau, toujours dans ma sphère de clients, hein. Le premier exemple, c'est un très grand groupe bancaire. On a déployé la solution chez eux avec 150 utilisateurs. À la fin du projet de mise en place, ils ont pu redéployer 10 ETP. Donc, des coûts chargés d'environ 2 millions d'euros économisés chaque année pour eux. Et même si on augmentait énormément les prix chez Pocket Result, je pense qu'ils seraient toujours assez gagnants, quoi. Donc ça, c'est d'un côté du spectre. De l'autre côté, en fait, un gérant de fonds, donc une entreprise beaucoup plus petite, avec une vingtaine de salariés. Le contrôleur interne a décidé de passer à mi-temps. Évidemment, ils se sont fait challenger par l'AMF. Hein. C'était pas surprenant. Et il a adopté notre solution et ça lui a permis de répondre aux remarques de l'AMF et ça a été accepté comme ça, quoi. Voilà. 2 exemples concrets. Du coup, je vais faire pareil, 2 exemples. En plus des risques de non-conformité pendant X temps, le temps de reparamétrer des outils. Typiquement, on a un de nos clients qui est aussi une banque publique française, qui, jusqu'à ce qu'il utilise notre case management des alertes et de transaction monitoring, fonctionnait sur fichier Excel. Donc, en termes de traçabilité, compliqué. En termes de fluidité, process compliqué. Et surtout, si certains d'entre vous connaissent le magnifique exercice du QLB, calculer un délai de traitement des alertes sur 69 x 12 fichiers Excel sur un an, ça peut être compliqué. Donc, typiquement, là, aujourd'hui, ils ont juste leur indicateur de traitement des alertes en 2 secondes en regardant leur tableau de bord. Premier exemple. Et le deuxième exemple, c'était sur la partie KYC, où on a un de mes clients qui m'appelle, qui me dit « J'adore ce que vous faites, parce que franchement, jusqu'à ce que vous arriviez, on mettait entre 10 et 16 jours pour faire les allers-retours avec nos clients, pour récupérer tous les documents, etc. » En fait, avec vous, on a la liste immédiatement. Donc, en fait, on passe du temps à contrôler derrière, mais au moins, on est sûr qu'il n'y a plus d'aller-retour avec nos clients. Voilà. Donc, deux exemples pareils. Moi, désolé de vous décevoir, j'ai qu'un seul exemple, par contre. Donc, je vais faire avec. Par contre, c'est un exemple sur une solution et sur plusieurs clients. Donc, à la limite, ça me rattrape un petit peu comme ça. En gros, c'est quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'on n'est pas les seuls non plus, hein, mais nous, on a des solutions, comme j'évoquais, de KYC, qui sont conformes avec la 5e directive LCBFT. Et en fait, avant la 5e directive LCBFT, il y avait la 4e directive LCBFT, qui était donc son prédécesseur. Et avec ça, en fait, les banques internalisaient beaucoup le KYC en passant par 2 choses, de la collecte de pièces d'identité et un virement bancaire. Plusieurs problèmes au virement bancaire. Il va falloir 2-3 jours pour que l'émetteur soit accepté, que le récepteur soit accepté par l'émetteur, 2-3 jours pour que le virement soit constaté. Donc on a déjà 5 jours pour pouvoir faire son KYC de manière conforme, ce qui est un peu long. En plus, ça ne fonctionne que pour les bancarisés, donc ça fait quand même plusieurs problématiques.
Nous, là, on a des nouvelles solutions. Alors, encore une fois, c'est parce que c'est favorisé aussi par les régulateurs qui émergent et qui permettent de faire ça beaucoup plus rapidement, qui en fait ont été mettre en avant des solutions d'identification biométrique, comme la signature qualifiée, donc ce que propose QuickSign et qui est conforme partout en Europe, ou le PVID, prestataire de vérification d'identité à distance que propose donc l'ANSSI. Ça, là-dessus, on est en cours de certification. Et avec ces solutions, en fait, on passe à du 5 minutes pour faire son KYC. Donc quand je dis biométrique, juste pour que tout le monde ait un peu l'exemple, c'est on prend une photo de sa carte d'identité, on attrape le gabarit biométrique sur la photo de la pièce d'identité et on va demander un petit selfie à l'utilisateur. Et avec ce selfie, on va pouvoir les comparer et voir que c'est bien la même personne. Donc ça fonctionne pour les non bancarisés, c'est en 5 minutes. Et dernier atout qu'on ne voit pas forcément directement, c'est pour ça que je disais que c'était un bon exemple, j'en ai qu'un seul mais il est pas mal. Le dernier atout qu'on va avoir, c'est que comme on demande aux utilisateurs de montrer leur visage, et ben en fait on a beaucoup moins de fraudeurs. Et ça paraît logique parce que les fraudeurs n'ont pas vraiment envie de montrer leur visage. Donc ça fait quand même beaucoup d'avantages qu'on a été apportés comme ça avec cette solution RegTech. Moi, je vous encourage, si vous n'y êtes pas allé, à aller voir la plateforme Flash de BPI France, qui est une plateforme de prêt. Il y a 3 prêts, dont un prêt plutôt malin, un tout dernier, sur le prêt à la facturation électronique, qui vient d'être lancé, parcours hyper fluide, donc c'est un peu plus large, c'est une utilisation métier crédit, mais qui embarque évidemment forcément de la conformité, et KYC, reconnaissance faciale et autres. Les fonds sont débloqués sous 8 c'est un parcours digital de bout en bout. La plateforme elle a été créée en moins d'1 an. Et ce qui est intéressant avec cette... et puis en plus, il y a plein de services connexes comme pilotage de trésorerie, etc. Il y a un espace validateur pour l'expert comptable de l'emprunteur. Franchement, c'est un bijou d'octroi de crédit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été mené de A à Z par la direction digitale de BPI France. Et elle a opté en fait pour le fait de co-construire, d'externaliser très clairement avec tout un tas des meilleures briques techno du marché, plutôt qu'une seule en fait. Plutôt que de passer par un intégrateur, le fait de passer par plein de briques technologiques, il faut aussi pouvoir, mais... et par exemple, donc, ils disent avoir fait 120 POC, même si c'est en 2 ans, ça fait 60 par an, et donc ça fait minimum 50 briques technologiques différentes pour gérer cette plateforme-là. Innovatic, c'est une de ces briques-là. On a été déployé en 4 mois auprès de l'ensemble des chargés du réseau en fait, de chargés d'affaires de BPI France. Donc voilà, c'est je pense, un beau succès. Merci à vous. Donc, ce que je comprends, c'est que finalement, les solutions RegTech, en réalité, elles jouent un rôle crucial, fondamental dans, je dirais, la recomposition du paysage de la compliance, puisque, comme tu le disais, Charlotte, la compliance est un peu mal vue en interne, puisqu'on privilégie le business versus la compliance en général. Du coup, il y a un autre sujet qu'on a évoqué, que j'ai évoqué en introduction, et que vous avez également mentionné durant votre intervention, c'est le foisonnement réglementaire qui est à l'œuvre aujourd'hui au niveau européen. Et justement, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui, me semble-t-il, constitue un défi, alors non seulement pour les RegTech, mais aussi pour les FinTech, et d'ailleurs quel que soit le type d'établissement régulé. Donc concrètement, quels sont vos enjeux et je dirais même vos challenges actuels ou futurs dans l'anticipation de cette évolution normative qui va arriver très, très prochainement? Je vais bien commencer. Nous, on est Innovatic focus sur les données financières. Donc à ce titre-là, nous, on a 2 enjeux internes à Innovatic et pour le marché, c'est de maintenir l'humain dans notre ADN, dans notre savoir-faire. Et même si on est une société tech, l'humain, le contrôle humain, etc., est essentiel pour nous. Donc premier enjeu. Et deuxième enjeu, c'est évidemment accroître la monétisation des données financières. Donc à ce titre-là, on regarde de très près 2 projets de loi. Donc la loi sur l'intelligence artificielle et puis le FIDA, donc Financial Data Access, donc qui est une prolongation en fait de DSP3. FIDA, pourquoi? Parce que ça permet aux détenteurs de fluidifier, d'accroître la monétisation et le business autour des données financières entre détenteurs de données et puis utilisateurs, et toujours en protégeant évidemment le
le consommateur final, le client final. Et donc il y a des groupes intéressants, des groupes de travail type Berlin Group de Bruno qui gère cela, auquel on fait partie. Et puis évidemment la loi sur l'intelligence artificielle, ce qui nous intéresse le plus proche, c'est le scoring automatisé et l'obligation d'avoir une surveillance humaine en fait, ou de devoir prouver en fait par un humain que le résultat du scoring est solide. Alors déjà, je pense qu'on n'en avait pas parlé, mais sur les sujets de scoring, il faudra qu'on en discute après. Je pense que, et on l'entend aussi un petit peu dans ce que tu dis. Déjà, pour moi, c'est une partie de notre ADN en fait, justement, cette anticipation des textes. Dans un sens, c'est ça notre principal enjeu justement. Dans cet environnement qui est complexe, il y a de nouveaux textes toujours, de nouvelles interprétations aussi de textes toujours. Et nous justement, notre enjeu majeur, c'est d'être à la page de tout ça, parce que c'est comme ça justement qu'on accompagne nos clients. Cela étant dit, pour moi, ça revient un petit peu sur ma première intervention. Hein. Il y a deux niveaux en fait à surveiller. Il y a un niveau qui va être sur les interprétations des directives au niveau national. Typiquement par rapport à la signature qualifiée que je mentionnais tout à l'heure, pour des acteurs qui vont l'utiliser en Allemagne. Il y a quelques mois, il y a la BaFin, qui est l'équivalent de la CPR, qui a été, c'est des recommandations, mais qui a été appuyé des recommandations pour dire, si vous utilisez cette solution, on vous recommande de rajouter un virement. Donc, ils sont un petit peu plus frileux à l'utilisation de tout ça. Nous, le but, justement, c'est d'être les premiers à le savoir, parce que comme ça, on va pouvoir aller apporter d'autres solutions, prévenir nos clients qui ont une empreinte géographique en Allemagne, pour leur dire, on va vous apporter les solutions, on sait exactement ce qu'il en est, et on peut aller proposer de l'identité numérique ou autre chose. Ça, c'est la première chose. Sur le deuxième aspect, qui est vraiment les textes qui arrivent, tu as mentionné la DSP3, en effet, ça, on le surveille de très près, nous aussi, parce que ça va encore favoriser l'open banking, parce que aussi ça va permettre des authentifications d'IBAN, par exemple, en interbancaire de plus en plus, avec des notions de SEPA Mail pour ceux qui connaissent. Donc ça va être favorisé, et puisque ça va être favorisé, il va falloir l'utiliser. Dans le même type de sujet qui va être favorisé, ça passe par la réglementation eIDAS 2.0, il y a toutes les notions de wallet européen qui sont en train d'être cadrées et d'être finalisées. Wallet européen, pour la faire très courte, alors s'il y a des gens qui connaissent bien, c'est très vulgarisé, mais c'est une identité numérique augmentée par laquelle on va pouvoir aller transmettre des justificatifs de revenus ou de domicile ou encore d'autres justificatifs de manière numérisée, avec un double avantage. Numérisé, donc j'ai pas besoin de le lire avec des algorithmes qui vont peut-être se tromper. Et deuxième avantage, puisqu'il y a le tampon identité numérique, je sais déjà que c'est un document ou que c'est des données authentiques. Donc ça, c'est très intéressant dans un cadre d'octroi, justement. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Oui, nous, un peu comme vous, en fait, on aime beaucoup les évolutions réglementaires. On consacre énormément de temps de réflexion et de R&D, justement, au côté très adaptable de notre solution, et avec un aspect un peu future-proof, pour reprendre ton idée du futur. À deux niveaux, en fait. Le premier niveau, c'est pour aider nos clients, justement, quand il y a une nouvelle réglementation qui est mise en place, à voir comment ça s'inscrit dans son dispositif de maîtrise des risques, où est-ce qu'il y a des trous, comment les combler de la manière, pareil, la plus optimale. Donc voilà, on les accompagne sur ces sujets. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a des demandes additionnelles qu'on peut aussi gérer avec une grande partie de ce qui existe déjà dans la solution, et ne serait-ce qu'en l'adaptant un tout petit peu. Et un très bon exemple de ça, c'est une réglementation dont tu as parlé en introduction, DORA, qui entre en vigueur en janvier 2025, qui va toucher énormément de monde, 22 000 entreprises. Et en fait, pour nos clients, ce sera pas mal, parce que sur les 5 piliers de cette réglementation, il y en a 4 qui sont déjà gérés par la solution. Donc il s'agit de repackager un peu les informations, de les réorienter, mais en fait les informations sont là. Voilà. Et le 5e pilier ne nous concerne pas du tout, c'est tout ce qui est test, ça c'est pas du tout notre cœur de métier. Mais voilà, on va leur faire gagner énormément de temps, et surtout, ce seront des ruptures pour eux qui seront moins importantes que voilà, pour d'autres sociétés. Charlotte. Tu m'as piqué le coup sur Dora, là. Je suis un peu, un peu sèche. Non, c'est pas grave. Non, mais je pense qu'effectivement, on l'a tous dit, c'est notre cœur de métier. RegTech, c'est qu'on est là pour aider nos clients à mieux
vivre ou mieux respecter la réglementation, ça dépend de comment on se positionne. Nous, on a une équipe qui est spécialisée en veille réglementaire tous les jours. Je la vois, elle est là-bas, elle est en orange. Tous les jours qui se paluchent tous les sites internet de tous les législateurs, de tous les régulateurs du monde entier pour voir s'il y a un message clé à faire passer à nos clients, s'il y a un reparamétrage qu'on doit faire dans nos algos. Et ce qui est quand même un de nos argumentaires de vente, c'est notre veille, ça vous permet à vous d'être conforme. Donc voilà, ADN obligatoire. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin nous-mêmes d'anticiper les futurs changements à venir. Tu as parlé de DORA. Moi, je pense au règlement unique européen dont tu as parlé en introduction. Typiquement, il va y avoir des nouvelles obligations, les conflits d'intérêts entre les salariés, ou salariés et clients en collusion, on va dire, mais aussi l'abaissement du seuil des bénéficiaires effectifs, etc. Et donc nous, il faut que, dès qu'on a vu le texte la première fois, on s'est dit, OK, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux produits qu'on va pouvoir proposer à nos clients pour qu'ils puissent eux-mêmes anticiper l'arrivée d'une nouvelle règle ou de nouvelles règles avec des impacts opérationnels énormes. Enfin, vous prenez un portefeuille client en B2B de, je sais pas, ne serait-ce que 100 000 dossiers KYC. Vous avez le passage du seuil des bénéficiaires effectifs de 25 à 15%, ça impacte 100 000 de ses clients. Donc ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez en mesure, vous, d'anticiper, de dire, OK, quelle est la charge de travail qui va être associée à cette gestion des dossiers, enfin à cette reprise et cette remédiation de l'ensemble de mon stock client pour pouvoir être conforme dans 2 ans, à l'instant T. Voilà. Donc, ça fait partie de nos exercices de, tiens, j'ai une nouvelle idée, merci la réglementation. Et voilà, toujours pour mieux accompagner nos clients. Très intéressant, merci à tous. Alors j'ai 2 petites questions qu'on aura le temps d'étudier avant de clôturer cette table ronde. Depuis tout à l'heure, on évoque le sujet de la réglementation, mais on oublie de mentionner, je pense, un acteur, si ce n'est l'acteur le plus important, à savoir le régulateur, puisque évidemment, in fine, c'est lui qui va contrôler et, le cas échéant, sanctionner. Alors, il peut aussi créer de la norme, mais bon, après, c'est le législateur, même si le régulateur, il crée, il a une doctrine, donc, qui comprend des guidelines, des recommandations, des positions, des interprétations. Et justement, par rapport au régulateur, est-ce que vous, vous, en tant que RegTech, est-ce que déjà vous collaborez avec les autorités ? Et si oui, comment cette collaboration avec ces autorités permet-elle de garantir la conformité de votre solution face aux nombreuses normes auxquelles vous êtes soumises ? De notre côté, on essaie d'avoir des relations saines et stables avec les régulateurs. On va organiser des réunions, on va aussi assister souvent, quand nos clients sont contrôlés malheureusement, à une aide qu'on peut leur apporter. Mécaniquement, on va lire, comme tu dis, toutes les guidelines, etc. Ce qui serait bien, et je milite pour, ce serait d'avoir un label ou une certification des RegTech pour qu'on puisse nous aussi savoir que le marché sache sur qui et alors digne de confiance, c'est un bien grand mot, mais au moins qu'on puisse se dire, tel acteur, il va me permettre de gérer telle partie du KYC ou telle partie du TMS ou tel risque de scoring ou ce genre de choses. Je pense que ce serait une vraie avancée pour nous les RegTech, pour nous soutenir et même pour protéger le marché. Là-dessus, je me demande si ça commence pas à aller un petit peu déjà dans ce sens, avec notamment j'ai un exemple en tête, en tout cas avec la certification PEVID. Le but, justement, c'est de dire ces acteurs sont là pour gérer cette partie d'identification au niveau substantiel. Et ce qui est intéressant par rapport à la question de démarrage, c'est que c'est en effet pour moi une des premières fois où on a un acteur, régulateur, entre régulateurs et législateurs, donc l'Agence nationale des services de sécurité informatique, qui a été justement appointé par le Code monétaire et financier pour créer un référentiel. Donc là, on n'est pas sur une guideline, mais c'est vraiment voilà ce qu'il faut respecter à 100% pour pouvoir être certifié. Et en fait, ils nous ont consultés en amont de la création, pendant la création de ce référentiel. Et ça, c'est en effet une des rares fois, et justement, ça va dans le sens de ce que tu dis, je pense que ça va se multiplier, et c'est une bonne chose. On voit aussi que de plus en plus, on a des think tanks avec la CPR, où on est de plus en plus conviés. Un dernier point, alors qui est moins sur les régulateurs, mais c'est sûr qu'on échange aussi énormément avec nos clients, avec le niveau 1 que tu évoquais tout à l'heure. Et en fait, c'est en échangeant avec ces clients aussi, qui eux sont beaucoup plus en direct avec notamment la CPR, parce que la CPR les surveille eux, que nous on apprend, et c'est en apprenant justement qu'ensuite on retouche nos solutions pour les améliorer encore. Nous, on avance
plutôt groupés en participant à des groupes de travail. J'ai mentionné Berlin Group sur FIDA, qui émet des recommandations. En fait, et justement, là aussi, l'Union européenne est un peu proactive en demandant avant l'établissement de la loi. Ce qui m'a, de mon petit point de vue, je trouve intéressant, c'est que l'Europe, en fait, peut être à la fois très permissive et très restrictive, assez paradoxale en fait sur des mêmes sujets. On voit sur les données financières, il y a à la fois l'open data et puis à la fois protection du consommateur. Donc, et sur les certifications, je crois que tu en parlais, nous on est surtout obligé en fait d'avoir en tout cas les mêmes d'obéir en fait aux mêmes règles que les certifications type, mais qui sont plus relatives à l'IT, je pense, que sont les normes 27001 et puis SOC 2 type 2. Voilà, mais il n'y a pas de certification effectivement spécifique RegTech. Bah évidemment, je vous rejoins sur cette idée. Hein. Ce serait bien. Ça faciliterait la grille de lecture de toutes les entreprises financières si effectivement il y avait des certifications et des labels qui permettent d'identifier clairement les acteurs de confiance. Hein, des tiers de confiance, ça existe. Moi, mon expérience personnelle, mais c'est sûrement de ma faute. C'est que je trouve qu'en France, ça ne va pas assez loin dans l'intégration des régulateurs avec l'écosystème. Moi, j'ai vu dans d'autres pays que ça marchait beaucoup mieux. Je pense à la HKMA à Hong Kong, aux régulateurs anglais, même en Malaisie, où ils sont extrêmement intégrés avec l'écosystème d'innovation. Ils créent tout le temps des sandbox, des bacs à sable pour tester des nouvelles idées et surtout pour modifier les textes de loi, pour que ça soit très concret. Souvent en France, quand on regarde les réglementations, c'est très orienté, c'est sur faites votre meilleur effort. Je ne sais plus comment c'est écrit, donc c'est très bien, mais ça ne dit pas comment le faire, ce meilleur effort, quoi. Et alors que d'autres régulateurs, je sais pas, les Allemands par exemple, sont beaucoup plus prescriptifs, et ils arrivent à l'être parce qu'ils ont testé ces idées avec tous les acteurs de la sphère financière. Voilà. Écoute, super intéressant. Alors, je vois qu'il nous reste 3 minutes. J'aurais une toute petite dernière question, si c'est OK pour vous, parce que vous évoquiez notamment le sujet de la data, qui est en réalité crucial dans ce secteur d'activité. C'est vraiment le nerf de la guerre, en réalité. Et qui dit nerf de la guerre dit actif stratégique, et donc potentiellement des personnes mal intentionnées qui seraient intéressées pour justement capter cette donnée. Et je pense notamment aux cybercriminels, puisqu'on fait face à une recrudescence de tout ce qui est cybercriminalité. Donc quels sont vos défis en termes de cybersécurité et de protection des données? En quelques mots, et on pourra terminer là-dessus. En quelques mots, pour nous, c'est crucial, hein. C'est hyper important. Donc on essaie de passer, on en parlait, ISO 27001. On regarde pour un accompagnement pour Secnum Cloud, donc la nouvelle norme dont vous avez forcément entendu parler. C'est clé parce que en fait, on traite des données financières, on traite des données personnelles. Parfois, on a des données de santé dans ce qu'on utilise. Donc c'est hyper important et fondamental pour nos clients d'avoir confiance sur cette partie-là. Et puis en plus, on est, pour juste faire la transition, on est parfois souvent intégré en SSO. Donc en fait, c'est tellement transparent, en fait, notre brique technologique est intégrée de façon tellement transparente que c'est crucial d'avoir des barrières technologiques élevées. Chez nous, ça veut dire hybride, hein, c'est-à-dire dans le cloud d'un côté et serveur legacy. On-premise chez nous, là, à Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, et puis plein de pentests, etc. Ça, c'est le minimum, quoi. Ouais, ça rejoint ce que vous évoquiez, hein, tout ce qui est, en effet, les enjeux de cybersécurité, ça va rejoindre forcément les notions d'avoir passé les normes qui existent pour ça, donc ISO 27001, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi l'aspect que tu évoques, qui est cette notion de, en fait, comment est-ce qu'on privilégie ou le cloud et quel cloud, comment est-ce qu'on privilégie le on-prem, mais dans ce cas-là, le on-prem doit être sécurisé. C'est pour ça qu'on passe aussi tous ces normes ISO 27001, etc. Je pense que pour rejoindre aussi un tout petit peu la question précédente, il y a un enjeu justement d'échange avec le régulateur sur
où est-ce qu'on peut mettre quelles données. Ça, aujourd'hui, alors, on travaille collectivement dessus, on sait qu'il y a des textes qui arrivent aussi là-dessus, mais c'est encore des choses où parfois, et avec nos clients aussi, hein, ça peut être des débats de est-ce que telle ou telle donnée, qui est finalement anonymisée, etc., est-ce qu'on peut aller la mettre dans un cloud, et pareil, dans quel cloud? Évidemment, hein, il y a la peur derrière d'avoir des clouds qui sont les Google, les Amazon et compagnie. Donc c'est sûr que ça, c'est pour moi un des gros points, c'est où est-ce qu'on va mettre cette donnée, sachant que nous, on privilégie évidemment le on-prem, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est ce qui est le plus sécurisé. Je crois qu'il me reste 15 secondes, hyper rapide. On fait tous de la compliance. RGPD, cybersécurité, protection des données, ça fait un peu partie de notre métier, même si on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et aussi, comme l'a mentionné Cécile Panter, on est PS2E. Donc en fait, on est soumis aux mêmes contraintes de sécurité des systèmes d'information, de cryptage de données, ce genre de choses, que nos clients. Donc en fait, voilà, c'est la base. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'on doit clôturer la table ronde. Merci à tous les intervenants pour ces discussions très riches et très enrichissantes. Ça nous a permis d'avoir une bonne overview, je pense, du secteur des RegTech et notamment des défis auxquels vous êtes confrontés. Du coup, je vous laisse applaudir nos intervenants et je laisse l'autre table ronde